Et avec nous, Benjamin Morel, très en forme. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être là. Et Yves Tréhard, non en forme. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Alex, évidemment, aussi nous a en forme. rejoint aussi en forme. Claude spécial consacré à la réforme des retraites. Après 10 jours de débat, le Sénat a donc adopté le texte dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce un pari gagné pour la majorité sénatoriale? Vous nous le direz. Et maintenant, c'est la question. C'est une semaine décisive qui s'ouvre pour l'exécutif qui va devoir aller chercher les voix des députés, notamment les Républicains, pour passer le texte 149.3. C'est son objectif. Mais que feront ces députés les Républicains? Le pari du gouvernement peut-il être tenu? Vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, on va regarder la mobilisation dans nos régions. C'est l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Marseille où on retrouve Léo Purguet. Bonjour Léo, merci beaucoup d'être avec nous, président et directeur éditorial de la Marseillaise. Et Léo, à Marseille et dans la région, le mouvement de contestation ne s'éteint pas avec des grèves et des blocages qui continuent. Absolument, dans des secteurs stratégiques, je pense à la pétrochimie, au pétrole au carburant, des grèves dans 3 raffineries, Petro-Eneos, Total, Esso, dans notre territoire, mais aussi dans des entreprises importantes du secteur de la chimie. Je pense à Nafta Chimie notamment. C'est aussi le cas dans les transports avec les cheminots qui maintiennent leur grève, qui auront à se prononcer à nouveau aujourd'hui, ou encore chez les ports et docks qui se prononceront demain et qui, d'après nos informations, devraient lancer un mouvement de grève de 3 jours continu. On a donc en effet beaucoup de secteurs qui restent mobilisés sur l'objectif d'une reconductible. C'est également le cas de l'énergie, où les opérations de baisse de production se poursuivent. La centrale thermique de Gardanne est à l'arrêt. Et les opérations Robin des Bois, qui consistent à remettre le courant ou à rendre gratuit le courant aux plus modestes, eh bien, continuent également. Et Léo, dans vos pages, vous revenez également sur la mobilisation de samedi avec des témoignages de manifestants. Oui, des manifestants qui, dans toute notre zone de diffusion, depuis Avignon, en passant par Marseille, Brignoles, Toulon, Aix-en-Provence, Arles, nous disent tous à leur façon qu'ils demandent au président de la République de retirer ce projet, qu'ils jugent complètement illégitime au regard de la procédure législative qui a été employée. Certains d'entre eux lui demandent un référendum, mais tous lui demandent le retrait. Et à lire également l'interview du sénateur communiste Jérémy Bacchi. Absolument, Jérémy Bacchi qui dénonce la façon dont a été, selon lui, tordu le règlement du Sénat pour faire passer ce texte. Il considère que la minorité sénatoriale représente sur cette question l'écrasante majorité de la nation et demande effectivement, là aussi, au président de la République d'interrompre cette fuite en avant. Merci beaucoup Léo. On regarde la une de la Marseillaise aujourd'hui. Réforme des retraites, semaine rouge. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Léo Purguet d'avoir été avec nous. Yves, on le voit, les grèves, les blocages continuent du côté de Marseille, mais pas seulement. Et samedi, c'est vrai que la mobilisation a été moindre dans les rues de France. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'on assiste à un essoufflement de la mobilisation lié au vote du texte? Écoutez, on ne sait pas, mais je pense que c'est effectivement un essoufflement. Apparemment, ça marque le pas quand même, très, très nettement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on disait qu'il y avait une incertitude sur la rue, comment elle allait se comporter, et puis que malgré tout, la procédure parlementaire allait de soi et que ça allait passer comme ça. Finalement, on s'aperçoit que le suspense est davantage au Parlement que dans la rue. Sincèrement, je pense que dans la rue, les chiffres le montrent, ça s'essouffle. J'ai l'impression que les Français, quand même, s'en remettent au Parlement, d'une certaine façon. Et maintenant, le suspense, et le vrai suspense, il est au Parlement, entre la commission mixte paritaire, l'examen au Sénat après, et surtout à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc là, c'est là que ça va se jouer. J'ai plutôt tendance à penser que le suspense est là, et que ça ne veut pas dire pour autant
que je dirais le mécontentement populaire qui a pu être exprimé pendant ces 2 mois de manifestation, eh bien, se dissipera et il peut se reporter sur autre chose, bien sûr. Et on va évidemment parler de la partie parlementaire et de la commission mixte paritaire, mais sur la mobilisation, Benjamin, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un essoufflement? Est-ce que le vote du texte au Sénat, en tout cas, va affaiblir la mobilisation, ou est-ce qu'au contraire, elle peut la radicaliser? La mobilisation est relativement faible samedi, mais elle suit un mardi qui était plutôt important en termes de mobilisation. Donc, vous avez un effet roulant, c'est-à-dire que les manifestations des samedis ont principalement pour objectif d'amener dans les manifs des gens qui ne viennent pas la semaine. Donc là, c'est traditionnel dans la stratégie des syndicats. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement habile, justement parce qu'ensuite, on commente des chiffres en baisse. Ce qui est surtout important pour le mouvement social, c'est le nombre de grévistes et la capacité de blocage. Et l'échec du mouvement social, aujourd'hui, il est plutôt là. Il y a certes une grève relativement large, mais dans les secteurs qui sont les secteurs bloquants, eh bien, entre guillemets, ça roule. Et parce que ça roule, eh bien, pour les grévistes, aujourd'hui, c'est relativement problématique parce que dans un bras de fer, vous avez besoin de 2 choses. Une opinion qui suit, elle suit de manière structurelle. Donc là, pour le mouvement social, il n'y a pas de problème. Et ensuite, une capacité de blocage, notamment dans les transports et les raffineries. Or, aujourd'hui, elle n'existe pas, ce qui ne permet pas un bras de fer et ce qui fait qu'en effet, la possibilité de faire trembler et les parlementaires et le gouvernement quant aux conséquences potentielles d'un mouvement qui perdurerait après le vote de la réforme, n'est pas aujourd'hui une option qui apparaît comme étant privilégiée, même si on n'est pas tout à fait à l'abri et d'une radicalisation et d'un élargissement du mouvement à d'autres revendications, notamment de pouvoir d'achat, auquel cas ça devient une autre paire de manches. Ouais, alors pour le moment, pas de gros blocage, mais il y a une grève des éboueurs, notamment à Paris. Il y a 5000 tonnes de déchets dans les rues de la capitale. Est-ce que ça, c'est dangereux pour un gouvernement quand les éboueurs se mettent en grève? Tout est dangereux pour un gouvernement. Vous savez, c'est souvent... ça part et ça se développe et ça se répand sans que personne ne crie gare et qu'on ne s'en aperçoit pas. Effectivement, bon, ça peut avoir des conséquences importantes. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore 48 heures de grève des éboueurs dans les grandes villes, et notamment à Paris. On verra, mais c'est sûr que ça dit du pays qu'il ne va pas très bien, quoi. Ça, c'est évident qu'il est dans un état qui est un état de nervosité important. On va parler de ce qui s'est passé au Sénat, Alex, puisque le vote de la réforme des retraites, ça y est, il a eu lieu au Sénat. C'est un pari gagné pour la droite du Sénat, d'abord sur la forme? Oui, un pari gagné sur la forme, puisque après l'échec des débats à l'Assemblée nationale, eh bien, la droite du Sénat voulait absolument aller au bout de l'examen de ce texte et face à une gauche sénatoriale qui avait l'objectif inverse, c'est-à-dire à rallonger les débats et éviter un vote final, eh bien, la majorité de droite et du centre du Sénat a utilisé toutes les armes réglementaires pour accélérer la discussion, et c'était sans compter sur l'aide du gouvernement dans la dernière ligne droite de ces 10 jours de débat, puisque le gouvernement, on le rappelle, avait déclenché vendredi la procédure dite du vote bloqué, l'article 44.3 de la Constitution, ce qui a contraint les sénateurs à un vote unique sur l'ensemble de cette réforme des retraites et a permis de faire aboutir l'examen de ce texte au Sénat, d'où la satisfaction du président du Sénat, Gérard Larcher. Je crois que le Sénat a rempli sa mission constitutionnelle. Dès avant l'ouverture des débats, j'avais dit que je souhaitais vraiment profondément que nous ayons un débat, nous allions au bout du débat et au Parlement, après le temps du débat, on délibère et on vote. Et Alex, c'est aussi un pari gagné sur le fond ? Oui, parce que sur le fond, eh bien, la majorité de droite et du centre du Sénat a voté la mesure qu'elle proposait et votait depuis des années, le report de l'âge légal de départ à 64 ans et l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation pour atteindre 43 annuités en 2027. Ça, c'est le cœur du réacteur de cette réforme des retraites. Et puis ensuite, les sénateurs centristes et de droite ont pu voter ce qu'ils considèrent comme des améliorations au texte, notamment sur la question des femmes, avec la surcote de 5% sur les pensions des mères de famille qui ont une carrière complète et qui travailleraient entre 63 ans et 64 ans, ou encore la création de ce CDI senior qui doit inciter les entreprises à embaucher des seniors, un contrat qui est exonéré de cotisations familiales. Voilà, la droite du Sénat qui a également modifié l'index senior en repassant à un index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés et pas un seuil de 50 salariés comme c'était demandé par l'Assemblée nationale. Donc voilà, les sénateurs de droite ont vraiment mis leur empreinte sur
ce texte. Ouais, Benjamin, c'est un pari gagné pour la majorité sénatoriale de la droite et du centre? Oui, clairement, parce que si jamais ce texte n'était pas voté à temps, alors après on peut discuter sur qu'est-ce que c'était à temps, mais il n'y avait pas de commission mixte paritaire, hein, théoriquement. Si vous prenez l'article 111-7 de la loi organique, on revenait au début, et donc ça faisait que tout le travail fait au Sénat, et ce texte très marqué par la majorité sénatoriale, eh bien, il était réduit en poussière, réduit à rien, et pour le gouvernement, évidemment, c'était un gros problème, parce qu'il fallait recommencer tout le processus. En revanche, là, on a un texte qui porte en effet la marque de la majorité sénatoriale. On va avoir une commission mixte paritaire dans laquelle la droite et le centre eh bien, sont en position de force pour imposer leur texte, ne serait-ce que parce que le groupe LR à l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas le grand amour entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, eh bien, va conditionner en grande partie son vote à l'obtention eh bien, des acquis ici. Donc, ce faisant, on a un texte qui se fait aux conditions de LR. Et donc, pour la majorité sénatoriale, ça montre sa capacité à imprimer dans le paysage sur une réforme très symbolique. Et évidemment, c'est quelque chose qui est à prendre et qui permet de repositionner ensuite des jalons pour l'avenir. Yves, la droite a imprimé sur ce texte. Elle a marqué ce texte de son empreinte? Clairement, c'est la droite qui finalement fait la réforme. Aussi bien sur le contenu, où effectivement elle a par le Sénat, par le truchement du Sénat, elle a imposé ses vues, et puis dans le vote, tout simplement dans la procédure, c'est-à-dire que on le voit, la commission mixte paritaire, c'est intéressant quand vous avez montré sa composition, on voit que c'est la droite et le centre qui sont qui ont la chose en main. Donc on va en parler de cette CMP, mais la droite, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'elle avait voté sa réforme. Est-ce que c'est parce qu'il y a un risque dans l'opinion qu'elle apparaisse comme un supplétif du gouvernement? Non, moi je crois pas. Moi j'ai jamais cru à ça. Je pense que la droite, elle ne pouvait pas s'opposer, comme certains à droite l'ont fait, frontalement à cette réforme, comme l'ont fait M. Pradier et quelques autres. En revanche, le fait qu'elle la vote, ça ne veut pas dire qu'elle joue les supplétifs, d'une certaine façon. Elle montre qu'au contraire, elle existe, et que sans elle, rien ne peut se faire, en tous les cas, sur ce front-là. Deuxièmement, il faut voir une chose qui me paraît tout à fait importante, c'est qu'en 2027, les compteurs seront remis à zéro. C'est-à-dire que le président de la République sortant ne pourra pas se représenter. Et il y aura vraisemblablement une bataille très féroce entre ceux qui voudront lui succéder dans le courant central constitué de Renaissance, du Modem et des autres, d'Horizon. Ce qui fait que ça laisse évidemment un espace à la droite, et je suis persuadé que la droite, si elle le joue bien, cette séquence qui va durer 3 ans, eh bien, elle a son mot à dire, mais il faut qu'elle trouve le visage, la figure, l'incarnation qui la représente, mais il ne faut surtout pas qu'elle cherche à se galvauder, surtout pas. Oui, alors après, ça a marqué quand même des fragilités dans cette majorité de droite et du centre au Sénat. C'est-à-dire qu'on se concentre évidemment sur le succès de Bruno Retailleau, etc., mais vous avez à peu près 15% des députés LR, enfin des sénateurs LR, qui n'ont pas voté. Je crois que c'est 35 à 40% des centristes. Donc on voit que sur ce sujet qui, en effet, jusqu'à présent faisait l'unanimité visiblement dans la droite sénatoriale lors du vote sur les PLFSS, il y avait malgré tout des fractures, et que, derrière l'image d'une unité, aujourd'hui, vous avez de vraies divisions sur la stratégie du Sénat et de la majorité sénatoriale vis-à-vis du gouvernement. Ouais, c'est aussi peut-être un des faits politiques de ce qu'il faut retenir de ce vote. Alors évidemment, le Sénat a voté, mais il n'y a pas eu unanimité au sein des groupes. Est-ce que c'est un épiphénomène? Alors Hervé Marseille nous disait c'est lié à des contextes locaux, c'est lié à des sénateurs qui voulaient aller plus loin. Bon, est-ce que c'est quand même un fait politique marquant ou pas? Oui, c'est que de toute manière, on le voit. Il y a je dirais que l'unité est de plus en plus difficile à trouver, quels que soient les partis politiques, quelles que soient les assemblées d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'éparpillement des voix, il y a une espèce d'éparpillement de la vie partisane, et c'est ça c'est la traduction de l'époque dans laquelle nous vivons.
Et puis, même si cette réforme des retraites fait partie du logiciel classique de la droite, il y a une fébrilité dans les circonscriptions, dans les territoires, par rapport à des électorats qui sont mécontents en majorité de cette réforme des retraites. Et puis, il y a aussi des échéances électorales pour certains sénateurs avec les prochaines élections sénatoriales en septembre. Donc, forcément, ils y pensent. Et ça explique aussi la fébrilité qui est peut-être plus profonde chez les députés les Républicains qui ont sauvé leur peau pour ceux actuels aux dernières législatives et donc forcément qui réfléchissent à 2 fois avant de voter cette réforme des retraites. Ça peut avoir un impact sur les sénatoriales d'ailleurs, Benjamin, ce qui est en train de se passer en ce moment? Sur les sénatoriales, c'est évidemment plus limité parce que vous n'avez pas le même collège électoral que, évidemment, pour les élections législatives. Et donc, vous êtes un peu moins, je dirais, en ligne directe avec l'électeur qui va avoir des revendications, même si les maires et les conseils municipaux peuvent être des relais importants. Donc là, on est plutôt dans une stratégie de positionnement, sachant que derrière les sénatoriales, il y a la course au plateau. Derrière les sénatoriales, vous avez éventuellement la réforme institutionnelle qui peut conduire à créer des clivages au sein même de la majorité. Donc pour les sénateurs, je dirais c'est un peu déjà le coup d'après. Ouais, la course au plateau pour la présidence Exactement. Du Sénat. Un mot, parce qu'on a beaucoup parlé de la droite, avant de parler de la commission mixte paritaire. Sur la gauche, Hervé Marseille nous disait c'est un tournant pour la gauche sénatoriale. Elle est passée d'une gauche républicaine à une gauche qui vire à la NUP. C'est aussi votre analyse Oui, mais je pense que il ne faut pas non plus être trop définitif là-dessus. Je pense que la gauche au Sénat a cherché à exister. Elle a haussé le ton, mais on est quand même assez loin. Quand on écoute M. Caner et quelques autres, on est quand même assez loin de ce que font, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une espèce d'affirmation, mais on est resté quand même. C'est jamais sorti, je dirais. D'une épure assez classique, quand même. Benjamin. Oui, j'aurais pas fait de Patrick Caner l'avatar sénatorial de Louis Boyard, si vous voulez. Non, c'est-à-dire que on a, en termes constitutionnels, par exemple, ça dira pas grand-chose aux téléspectateurs, mais on a inventé dans le cas de la pratique du règlement sénatorial ce qu'on appelle l'irrecevabilité en bloc, ce qui vous permet de déclarer irrecevable plein d'amendements qui en fait le sont, mais qui, au regard de l'obstruction, fait que le Conseil constitutionnel passe l'éponge. Ça a été inventé dans les années 90. Donc vous voyez que l'obstruction au Sénat, l'obstruction y compris massive, c'est pas d'hier, et que les méthodes pour détourner l'obstruction, c'est pas non plus d'hier. Ce à quoi on a assisté n'est pas si exceptionnel que ça, seulement là évidemment ça a été extrêmement commenté, extrêmement médiatisé, et vu au diapason de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, en réalité il n'y a rien de neuf sous le soleil. Effectivement, la gauche sénatoriale a utilisé toutes ces ficelles réglementaires qu'elle avait à sa disposition pour rallonger le plus possible les débats. Et il faudrait raconter que la gauche, dans cette entreprise, a trébuché à la fin, samedi soir, lors du vote final sur la réforme des retraites, car les sénateurs de gauche voulaient demander ce qu'on appelle le quorum du Sénat, c'est-à-dire compter pour vérifier qu'il y ait bien une majorité absolue de sénateurs dans l'hémicycle. Et auquel cas, s'il n'y avait pas cette majorité absolue, eh bien, serait reporté d'1 heure le vote du Sénat sur cette réforme des retraites. Donc, ça aurait un petit peu embêté la droite sénatoriale. Et pour que cette demande du quorum soit valide, il fallait 30 signatures de sénateurs de gauche présentées au président du Sénat. Et il y a eu une petite erreur de tape informatique de la part d'un collaborateur de gauche. Et il n'y a eu que 29 signatures validées. Donc, cette demande de quorum a échoué. Petite erreur à la fin pour la gauche. Et coup dur final pour la gauche, du coup, Benjamin. Oui, alors ça n'aurait pas empêché probablement le vote de la réforme. Et en réalité, on est dans des coups liés à la procédure parlementaire qui, là encore, sont des coups relativement classiques. Est-ce que ça peut entraîner une censure du texte ? C'est peu probable. Il y a quand même, dans toute cette procédure législative, des biais d'inconstitutionnalité extrêmement forts. Depuis le début, de l'usage du PLFSS rectificatif jusqu'à la façon dont le gouvernement a fait passer les textes, etc. Je doute malgré tout que le Conseil constitutionnel emporte une censure globale et totale du texte. Pourtant, encore une fois, il y a des éléments qui pourraient être avancés. En revanche, mais alors lesquels ? Parce que là, les sénateurs de gauche, ils disent maintenant, on va porter tout ça devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça peut aboutir ? Alors, encore une fois, sur la procédure globale, théoriquement, oui, il y a des leviers. PLFSS, rectificatif, le passage du texte, un certain nombre
Alors, ce qu'on pouvait évoquer sur la vérification du quorum, des irrecevabilités prononcées sur les amendements, il y a plein de petites choses qui, quand même, interrogent objectivement. Après, ce serait la bombe atomique lancée par le Conseil constitutionnel contre l'exécutif. Est-ce que vraiment, politiquement, c'est possible ? Oui, mais improbable. En revanche, on va avoir... Ça veut dire qu'on en est à des questions politiques plus que des questions de constitutionnalité stricto sensu. Pas au sens de politique politicienne. Oui. Je compte mes membres du Conseil de droite. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des interprétations. Mais ça veut dire variables. Que vous pouvez avoir une interprétation plus ou moins variable. Ce que j'évoquais tout à l'heure, là encore une fois, c'est technique, mais l'irrecevabilité en bloc dans les années 90, que dit le Conseil ? Il dit oui, les amendements étaient recevables. Mais en réalité, il y a un phénomène d'obstruction, et donc, comme il y a un phénomène d'obstruction, on accepte une forme de détournement de procédure. Donc on a malgré tout une appréciation qui n'est pas politicienne mais qui peut être politique. On a un contexte politique. Est-ce que vraiment des écarts de procédure justifient, sont proportionnés pour censurer toute la réforme ? On peut dire oui, on peut dire non. Ouais. Ensuite, mais vous croyez à une censure totale ? Non. Enfin, c'est pas impossible. Il y a encore une fois des éléments, mais c'est peu probable. En revanche, on risque d'avoir très clairement une censure partielle. Les cavaliers sociaux qui émaillent ce texte sur index senior, pénibilité, voire certains régimes spéciaux, parce qu'il faut voir que le PLFSS rectificatif, c'est le principe de l'avis du Conseil d'État. Hein. Eh bien, le PLFSS rectificatif, il vise à prévoir les comptes pour l'année, pas pour les 30 ans qui suivent. Et donc, ce qui n'a pas d'impact sur les comptes de l'année 2022. Eh bien, théoriquement, 2023, pardon. Ouais. Théoriquement, ça n'a rien à faire dans un PLFSS rectificatif. Donc là, il peut y avoir censure si ça n'a pas d'impact sur l'année. Mais est-ce qu'il peut y avoir censure de la mesure phare, c'est-à-dire le report de... Ça, c'est peu probable, parce que là, il y a un impact financier direct, et donc comme il y a un impact financier direct, c'est tout le paradoxe en réalité. On risque d'avoir une censure qui supprime le peu de sucré qu'il y a dans ce texte. En revanche, la mer, notamment le très amer au regard des syndicats, lui, je vois mal comment est-ce qu'il pourrait être censuré. Yves ? Oui, non, je ne pense pas qu'il y ait une censure globale. Hein. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir ici ou là quelques dispositions qui sont assez baroques, d'ailleurs. Effectivement, l'index senior, des choses comme ça, qui peuvent être censurées par le Conseil constitutionnel. Ça, si jamais l'ensemble était censuré par le Conseil constitutionnel, ça serait quasiment une révolution. Et ça serait aussi une réflexion qui devrait être menée sur ce qu'est le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est... D'ailleurs, la réflexion existe dans le cadre des réformes de la réforme des institutions que veut conduire le président de la République. Il veut qu'il y ait une réflexion sur cette institution, savoir est-ce que c'est une Cour suprême à l'américaine ou autre chose. C'est intéressant d'y réfléchir. Alors, avant de connaître la décision du Conseil constitutionnel, la prochaine étape, c'est cette fameuse commission mixte paritaire, puisque mercredi, Alex, députés et sénateurs vont devoir se mettre d'accord sur un texte commun. Et oui, Oriane, 7 députés et 7 sénateurs vont s'enfermer dans une salle pour négocier une version commune de cette réforme des retraites, trouver un compromis. Alors, ce compromis, il est plutôt probable, puisque les parlementaires, les Républicains et les parlementaires Renaissance sont majoritaires dans cette réunion. Mais les sénateurs LR l'ont dit, ils vont être fermes dans cette négociation avec la majorité présidentielle pour garder les apports du Sénat sur ce texte. Écoutez Bruno Retailleau. Ça n'est pas joué d'avance. Cette CMP, le gouvernement, la majorité présidentielle aura bien tort de penser que ce sera facile. Les sénateurs, croyez-moi, d'abord on fera bloc, nous on fera bloc, et on a l'habitude de défendre les intérêts des Français. Voilà, Bruno Retailleau qui donne le ton de cette négociation. Et s'il y a un accord qui est trouvé dans cette CMP, eh bien jeudi, chaque chambre du Parlement devra voter sur l'ensemble de ce texte commun de la réforme des retraites. Et les yeux seront notamment tournés vers l'Assemblée nationale où la majorité n'est pas encore acquise. Et avant de parler du vote, il y a du suspense sur le fait que cette commission mixte paritaire réussisse à trouver un texte commun ? Il y a toujours du suspense. On va dire que le suspense est assez limité. On voit à peu près comment va finir le film. Alors ensuite, la question, c'est quelle va être la mouture du texte ? Est-ce qu'on a vraiment un texte qui va être un texte de compromis qui peut, y compris dans les branches les plus rétives de Renaissance et du MoDem, convaincre ? Auquel cas, ça va avoir une implication sur l'usage du 49 alinéa 3, ou est-ce que c'est vraiment un texte qui se fait aux conditions de LR parce que le gouvernement n'a pour tout un tas de raisons pas intérêt à une commission mixte paritaire qui échouerait. Auquel cas, ça risque de faire grincer des dents au MoDem, à Renaissance, et donc d'entraîner quelques phénomènes d'exit au sein de cette majorité qui peuvent compter et qui peuvent conduire de facto à l'usage du 49 alinéa 3, sans même parler des LR, etc. Ça, c'est un autre sujet
Et il sera probablement problématique d'arriver là-dessus à trouver un compromis. Et de quel LR on pourrait poser la question. C'est Olivier Marleix qui représentera les députés Les Républicains dans cette commission mixte paritaire. Il n'est pas d'accord sur tout avec ce qu'a voté le Sénat et avec ce qu'a voté Bruno Retailleau. Non, il y a des désaccords, effectivement. Mais moi, je ne pense pas que ce soit là que ça se joue. Je pense que la commission mixte paritaire, ça devrait quand même... il devrait trouver un terrain d'entente. Surtout que les députés représentant la majorité présidentielle et les sénateurs d'ailleurs n'auront pas intérêt, si vous voulez, à pousser le bouchon trop loin. Je pense qu'ils ont intérêt à faire passer le texte le mieux possible. Alors après, moi je pense que le vrai suspense, il sera jeudi après-midi à l'Assemblée nationale, où là, si on se pose maintenant et si on fait les calculs, la majorité, elle n'existe pas. La majorité pour le texte n'existe pas. Et donc, le gouvernement a encore 3-4 jours, là, pour essayer de persuader des membres de LR de voter pour le texte et aussi de s'assurer que le bloc de la majorité est au complet, alors qu'on sait très bien qu'il y en a certains qui pourraient ne pas voter. Juste pour revenir sur cette commission mixte paritaire, il y a 2 points de crispation dans les négociations qui vont être abordés. Il y a un premier point de crispation entre les sénateurs Les Républicains et le gouvernement, la majorité présidentielle, c'est le CDI senior, le contrat sans cotisation familiale pour embaucher plus de seniors que souhaite la droite sénatoriale. Le gouvernement n'en veut pas, il dit que ça coûte trop cher, 800 millions d'euros. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, est contre. Et puis le deuxième point de crispation, là, il concerne plutôt les sénateurs Les Républicains face aux députés LR et le dispositif carrière longue. On a eu des députés LR qui, à la fin du débat à l'Assemblée nationale, ont vraiment défendu cette idée de 43 annuités pour tout le monde, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, alors que la droite du Sénat, dans le débat sur la réforme des retraites, a voté l'aménagement de ce dispositif carrière longue, mais n'est pas allé jusqu'à 43 annuités pour tout le monde. Donc ça veut dire Est-ce que c'est aussi du texte, du fond du texte qui va sortir de cette CMP que les députés Les Républicains vont se décider et que donc va se jouer le 49-3 ou pas ? En partie, parce qu'en réalité, on a des députés Les Républicains, on a Olivier Marleix, on a Éric Ciotti, puis ensuite on a des députés qui sont malgré tout majoritairement des électrons libres. Ça fonctionne certes par courant, etc., mais de facto... c'est pas tout à fait évident qu'on ait des mobilisations. Idem d'ailleurs chez des Renaissances et chez des Modem. On a vu des voix discordantes. Il faut voir que c'est, encore une fois, un élément essentiel pour comprendre ce qui va se jouer dans les prochaines années. L'important, c'est pas d'avoir de 189 députés sur le papier. C'est d'avoir la majorité en séance le jour J. La NUP et le RN seront mobilisés. Ils seront là, a priori. Est-ce que les députés LR, est-ce que les députés Renaissance, est-ce que les députés Modem seront là ? Il y en a qui voteront contre, certes, et c'est ceux qui vont être les plus médiatisés, mais il y en a qui, tout bêtement, ce jour-là, devront aller d'urgence inaugurer le musée sur le commerce fluvial dans la Tirtaine au 19e siècle. Et donc, ils ne seront pas là. Et donc, ils vont peut-être donner leur pouvoir, mais pas tous. Et donc, on peut avoir un jeu de participation différentielle. L'enjeu pour le gouvernement, c'est de s'assurer que, tous les membres de sa majorité voteront, que tous les membres de sa majorité seront présents et que de l'autre côté, une portion raisonnable des LR seront de manière certaine ici et voteront. C'est loin d'être évident. Donc le 49 alinéa 3, si vous voulez, il est assez probable, ou en tout cas il est loin d'être impossible. Il faut voir que pour l'utiliser, vous avez simplement besoin de délibérer dessus, d'en parler lors du précédent Conseil des ministres, que ce soit consigné par le SGG. Vous n'êtes pas obligé de faire la publicité, vous n'êtes pas obligé de dire devant les journalistes en compte-rendu, nous avons évoqué le 49 alinéa 3, vous pouvez le garder pour vous. D'ailleurs, il a peut-être été évoqué il y a quelques conseils des ministres, il n'y a pas besoin que ce soit mercredi, on ne le sait pas. Et ensuite, Elisabeth Borne, avant le vote, c'est la limite, peut déclencher cet article quand elle veut. Si jamais elle voit que dans l'hémicycle ça se passe bien, elle peut s'en abstenir. Si jamais elle voit que... Donc c'est pas forcément à 15h à l'ouverture de la séance. Exactement. Ça peut être plus tard. C'est à n'importe quel moment dans le débat. On peut avoir l'usage du 49 alinéa 3, ce qui laisse au gouvernement une marge d'appréciation, une marge de manœuvre et pour nous, une grande marge de suspense. Sauf que le débat sera court si la CMP est conclusive. Alors le débat sera court, donc tout va se jouer sur la présence en réalité. Au visu, est-ce que vraiment la majorité est là ou est-ce qu'elle n'est pas ? Et politiquement parlant, Bruno Retailleau, il a cette phrase, il dit « J'aimerais pas être à la place d'Elisabeth Borne, elle a le choix entre la grosse Bertha et la roulette russe ». Oui, il n'a pas tort d'ailleurs. C'est sûr qu'il
Il n'aimerait pas être à sa place, c'est une formule, parce qu'évidemment qu'il aimerait être à sa place. Il préférerait être sans doute à Matignon que président du groupe LR au Sénat. Non, c'est vrai que pour elle, c'est une mission délicate. Mais si elle réussit cette mission, c'est pour elle, je dirais, la garantie de probablement rester encore longtemps à Matignon. En revanche, si elle échoue ou si la procédure se grippe, là, c'est sûr que pour elle, ces jours seront vraisemblablement Ça veut dire qu'elle aussi, elle joue gros pour vous, mais sur oui, ce qui va se passer jeudi. un Premier ministre dans une réforme de cette ampleur, supposée de cette ampleur, parce que c'est une réformette, en fait, on va pas très loin dans le changement, elle fait office de fusible. C'est-à-dire que le président de la République, on l'a dit, on l'a répété, s'est très peu exprimé sur ce sujet. Il est resté en retrait. Et il a laissé la première ministre être à la manœuvre. Et si ça échoue, évidemment que la responsabilité, même si les électeurs feront incomber cette responsabilité au président de la République, eh bien, c'est évidemment sur elle que ça va retomber. Et il nous reste 30 secondes. Et il faut voir qu'il y a un enjeu de gestion de la majorité également. On avait évidemment les yeux rivés sur le Sénat à raison la semaine dernière, mais il s'est passé des choses à l'Assemblée. Le rejet de la PPL Horizon, la proposition de loi. Le fait que la proposition d'Aurore Berger, la proposition de loi... Sur la récidive. Sur la récidive, voilà. Un texte sur la récidive et Aurore Berger, c'était sur l'inéligibilité des élus. Sur l'inéligibilité des élus, vous avez le groupe Horizon qui a déserté les bancs et vous avez le Modem qui a voté contre. Sur la récidive, Renaissance a voté contre. Donc on voit que cette majorité elle est en train d'exploser façon puzzle. Et que donc la gouverner demain, tenir cette majorité, va devenir de plus en plus compliqué. On parle des divisions au sein de LR, il y a quasiment plus d'intergroupes à l'Assemblée dans la majorité. Donc si jamais elle perd ce combat, ou si jamais elle le gagne très difficilement via un 49 alinéa 3, la suite du quinquennat va être compliquée. On suivra bien sûr tout ça, émission spéciale tous les matins cette semaine pour suivre la suite de ce texte.